chers amis de Lorraine et d'ailleurs, aujourd'hui je souhaite vous faire la lecture de ce texte de Louis Bertrand intitulé « Nous autres Lorrains, la légende de notre mauvais caractère », tiré de la Revue universelle du 1er octobre 1920. Louis Bertrand, né en 1866 à Spincourt dans la Meuse et décédé en 1941 au Cap d'Antibes, fut romancier, hagiographe, historien, docteur ès lettres et élu à l'Académie française en 1925 en remplacement de la place vacante de Maurice Barrès. Si l'auteur donne des indications importantes sur la culture lorraine, sur l'âme et le caractère des Lorrains, il est à noter que ceux-ci et les événements qu'il reprend tirés de l'après-guerre de 1870 sont tout à fait d'actualité sur l'état de la France qui, hier comme aujourd'hui, fait face à deux partis, le parti des Français fidèles à la France et le parti des Français reniés, tournés vers l'extérieur, dirons-nous. Je dédie ce texte à tous mes amis lorrains qui, je crois, se reconnaîtront sans doute dans la description qui est faite par l'auteur de notre caractère bien trempé, mais je le dédie en particulier à tous les soldats lorrains morts dans toutes les guerres, qu'ils étaient enrôlés par la France ou par l'Allemagne, ceux du Moyen-Âge, ou bien ceux de 1870, ceux de 14-18, ou bien encore ceux de la Seconde Guerre mondiale. Et je les supplie d'intercéder pour notre pays, qui fut et qui, j'en suis sûre, est toujours une grande nation militaire. Et je leur demande de prier, de nous obtenir cette grâce, que l'âme guerrière de la France se réveille et qu'elle sache retrouver sa vocation première pour redevenir pleinement catholique et royale. Vive le Christ roi de France et vive la Lorraine catholique. Nous autres Lorrains, la légende de notre mauvais caractère. La Lorraine est un grand pays triste. Quand j'étais lycéen et que, au temps des vacances, on m'emmenait visiter les champs de bataille de 1870, Gravelotte, Sainte-Marie-aux-Chênes, Rezonville, Saint-Privat, quant à la Toussaint, nous nous formions en cortège derrière le clergé en deuil pour aller réciter les prières des morts devant le monument du souvenir, au milieu de toutes ces tombes, de ces édicules et de ces symboles funèbres, sous le ciel bas et glacé. Ma terre natale m'apparaissait comme un vaste cimetière. Cette impression, que le temps n'a jamais effacée en moi, vient de se raviver de la façon la plus pénible, au cours d'un récent voyage. Des îlettes à Conflans, en passant par Verdun et par Étain, tout le long du chemin de fer, c'est un défilé presque continuel de croix de bois et de tertres mortuaires, de villages en ruine aux clochers découronnés, d'arbres squelettiques émergeant de forêts calcinées, de champs en friche à perte de vue, comme dans la région des hauts plateaux africains. Ah non, la Lorraine n'est pas un pays où l'on vient pour s'amuser. Lorsque j'étais étudiant à Paris, le portail de la gare de l'Est n'évoquait pour moi aucune vision riante, aucune idée de voyage d'agrément, ni de retour joyeux. Maintenant, plus que jamais, il m'apparaît comme l'entrée de la voie douloureuse. Et pourtant, même au milieu de l'actuelle désolation, il est encore en notre pays lorrain des oasis charmantes. Rien de plus frais, de plus aimable à l'œil que nos bois et nos vallons. En particulier les vallées forestières qui s'enfoncent dans le massif du Haut-Pays, celles de l'Orne, du Conroy, de la Fensch, de la Chière, petites rivières poissonneuses qui se déversent dans la Meuse ou la Moselle, et surtout la vallée de la Moselle elle-même, entre Frouard et Metz. Mais ce ne sont là que des éclairs de gaieté. La tonalité générale du pays est plutôt sérieuse et sévère. L'impression dominante est une impression de force, plutôt que de grâce ou de beauté. De grandes masses de verdure ou de grands espaces dénudés, voilà les deux aspects les plus habituels et généralement combinés du paysage lorrain, aussi bien dans la région des étangs, du côté de Morange et de Château-Salins, que dans les plaines agricoles de Rémilly et de Saint-Avold, ou encore de la Voèvre et du plateau de Luxembourg. Nos forêts, en particulier, sont quelque chose d'admirable. C'est tout un monde, qu'on ne nous parle pas de Compiègne ni de Fontainebleau. Pour un Lorrain, rien ne vaut la forêt de Briey ou la forêt de Moyeuvre, dans leur magnificence estivale, ou encore les bois profonds qui couronnent les hauteurs de Forbach et de Spicheren. Hautes futaies de hêtres, de chênes, de sapins, où foisonnent les bois durs des ormeaux et des cornouillers. Ce sont des abîmes de frondaison,
où l'œil s'enfonce dans des pénombres glauques, comme dans des fonds sous-marins. Mais là encore, le caractère dominant est tout de vigueur, de force épanouie dans l'élan irrésistible des sèves. Même opulence dans nos plaines, d'ailleurs cultivées à grand effort. Il faut voir le plateau d'Audun à l'époque de la moisson, cette immense cuve à céréales avec ses monceaux de gerbes, ses arbres fruitiers et les cimes bleuâtres des grands bois qui couronnent son horizon. Paysage à la fois agricole et industriel, car les entrailles du sol sont gorgées de fer. L'autre jour, le vieux voyageur que je suis s'arrêtait avec étonnement et admiration pour contempler du haut des crêtes boisées qui dominent Hayange, la vallée de la Moselle, étendant pendant des lieues et des lieues les colonnades fumantes de ses cheminées et de ses hauts fourneaux, ses forêts, ses collines, ses champs de blé, ses vergers pliant sous les quetches et les mirabelles. En aucun pays du monde je n'ai rien vu de plus riche, de plus dru, ni qui ait plus grand style. C'est réellement très beau, et en même temps qu'on prononce ces mots, une pensée de reconnaissance monte vers les héros obscurs ou illustres à qui nous devons la reconquête de ce magnifique pays. Et pourtant, cette splendeur se voile de tristesse, une tristesse qui se reflète dans notre caractère et qui vient d'abord du ciel instable de la Lorraine, si délicat, si vite brouillé, mais qui tient surtout à des causes morales, politiques, historiques, à une foule de choses très anciennes et très profondes. Quand on se penche sur une carte et qu'on examine de près l'ancien duché de Lorraine, tel qu'il était constitué vers la seconde moitié du XVIe siècle, ce qui frappe tout de suite, ce sont les contrastes de cette province, ou plutôt ce petit État fait de pièces et de morceaux. Il est en effet difficile de rêver un assemblage plus hétéroclite que celui de cet État bilingue, qui d'une part est autonome, entièrement indépendant du Saint-Empire romain germanique, et qui de l'autre est vassal du roi de France pour le barois mouvant, qui dans son centre même renferme d'importantes enclaves soumises à une autre domination que celle de ses ducs, comme les 3 évêchés de Metz, Toul et Verdun, et qui enfin réunit des populations aussi différentes que celles du Barrois, des Vosges, de la Lorraine proprement dite, du Verdunois, du comté de Chigny, des pays de la Sarre et de la Basse-Moselle. Au cours des siècles, ces différences ont pu s'atténuer. Elles subsistent toujours, et même dans la Lorraine récemment désannexée, il est trop évident que ces contrastes, après 45 ans de germanisation méthodique, n'ont fait que se marquer davantage. Un autre fait qui appelle la réflexion, c'est la diversité des régimes qu'a subi ce malheureux pays. Rien que dans ce petit espace de terre, où sont nés mes grands-parents et où je suis née moi-même, qui va de Spincourt à Knutange en passant par Briey et Fontoy, que de maîtres divers depuis l'époque romaine. Nous avons été tour à tour soumis à des Allemands, à des Lorrains, à des Italiens même, à des Espagnols, à des Français, puis à des Allemands encore. Metz, république indépendante, ne voulait pas être Lorraine. Elle a longuement lutté contre les ducs de Nancy, et la Lorraine elle-même ne voulait pas être française. Il fallut pour la réduire 2 invasions de Louis XIII, 2 invasions de Louis XIV, le démantèlement de Nancy, l'occupation des principales forteresses, la dévastation de tout le pays par les Suédois, les impériaux, les Français eux-mêmes, qui voulaient dégoûter le duc de Lorraine de son duché en le lui rendant, pour ainsi dire, inhabitable. Au cours de ces guerres continuelles, nous avons été atrocement foulés. Nous avons souffert comme aucun pays de France n'a jamais souffert. Pour vivre, nous avons dû transiger sans cesse, capituler, nous résigner à la violence, dissimuler même notre répugnance et notre honte. Nous n'avons jamais pu entièrement être nous-mêmes. Nous sommes essentiellement des âmes contrariées. Ces contrariétés et ces contrastes du dehors ont produit chez nous les contrastes et les contrariétés du dedans. L'âme lorraine, dans l'extrême complexité de ses nuances, finit même par en paraître contradictoire. Comme des gens toujours exposés aux coups et obligés de se faire une rude écorce par seul instinct de conservation, nous avons des réactions brusques, souvent brutales. Nos opinions sont tranchées, violentes. Notre franchise est souvent désobligeante ou agressive. Notre pensée, trop longtemps contenue, cachée par prudence ou par nécessité, explose avec fracas. Et ces mêmes hommes qui se livrent ainsi tout d'un coup
se montrent l'instant d'après hésitants, réticents ou fermés à triple serrure. Nous avons un sens incoercible de l'indépendance. Nous sommes avant tout des hommes libres, c'est là notre fond. Et cependant, nous avons aussi le sens inné de la discipline et de l'autorité. Nous sommes des républicains qui veulent être gouvernés et qui s'inclinent devant le juste maître. Nous avons trop souffert de l'anarchie pour ne pas apprécier le bienfait de la règle. Nous avons subi des maîtres trop durs pour ne pas aspirer à la liberté. Nous sommes d'une extrême simplicité de mœurs, d'une sobriété et d'une parcimonie qui va même quelquefois jusqu'à la lésine. Et nous avons le goût de la prodigalité, de la belle tenue, voire même du faste. Et si nous ne l'avons pas pour nous-mêmes, nous aimons que nos gouvernants, que les puissants et les riches soient fastueux. Les funérailles de nos ducs étaient un des grands spectacles de magnificence que l'Europe du Moyen-Âge et de la Renaissance pouvait offrir aux voyageurs. Nous haïssons la fioriture, les phrases creuses et la déclamation. Pourtant, notre goût de la grandeur va quelquefois jusqu'à l'emphase et jusqu'à la rhétorique boursouflée. Hugo, le petit-fils du menuisier de Nancy, en serait le plus bel exemple. Taine, lui-même, beaucoup plus lorrain que Champenois, n'en est pas indemne. Nous mettons le naturel au-dessus de tout. Nous avons horreur de l'affectation. Pourtant, nous ne sommes pas ennemis d'une certaine recherche, d'une certaine affaîtrie, un peu provinciale. Nous faisons les renchéries, et dans notre particularisme irréductible, chacun de nous garde plus ou moins son quant à soi. Des Messins me parlant un jour d'un de nos généraux originaires des bords de la Meurthe me disaient « Lui, tous les embarras de Nancy ». Ces bonnes gens de Metz oubliaient que Nancy n'est pas la seule ville de Lorraine où l'on fasse des embarras. Notre défiance à l'égard de l'étranger est proverbiale. Nous avons même toutes les défiances imaginables, comme un peuple qui a été trop souvent trompé et qui, à force d'être battu, rançonné et décimé par le soudard qui passe, finit par voir en tout passant un ennemi. Le sens de l'ennemi, dont le reste de la France est si complètement dépourvu, nous le possédons au suprême degré, peut-être même avec excès. Pourtant, notre hospitalité est non moins proverbiale. Les méridionaux s'ébahissent de la sûreté et de la solidité de nos relations. Notre cœur se donne difficilement, mais quand il est une fois donné, il ne se reprend plus. Sous l'ancienne monarchie, on nous accusait de traîtrise. Lorrain, traître à Dieu et à son prochain. Parce que nos ducs violaient des promesses arrachées par la force et qu'ils ne pouvaient pas tenir. Il n'en va pas ainsi du libre don que nous avons fait de nous-mêmes à la France. La fidélité lorraine, durant le demi-siècle qu'a duré l'annexion allemande, fut quelque chose de sublime. On en pourrait citer des milliers d'exemples, à tirer les larmes des yeux les plus secs. Quoi qu'il en soit, ces contrariétés et ces contradictions apparentes de notre tempérament autorisent certains observateurs superficiels à mal juger de nous. On nous fait une réputation de mauvais caractère, on nous reproche d'être des gens peu commodes, difficiles à contenter, de penser une chose et d'en dire une autre, de ne pas faire ce que nous semblons vouloir, d'être indécis, renfermés et renfrognés, ambigus et mystérieux, enfin d'avoir du je ne sais quoi. Cela vient de ce que la plupart des Français ignorent le passé de notre pays. Tout ce qui explique justement les contrariétés, les susceptibilités de nos âmes, et même qu'ils ignorent nos récentes épreuves ou qu'ils ne veulent plus s'en souvenir. Des gens légers, pétulants, aimables même, arrivent chez nous, et parce qu'ils sont aimables et parce qu'ils sont français, ils se persuadent qu'ils sont irrésistibles. Le monde entier adore la France, n'est-il pas vrai? Et ces gens qui s'en viennent, le sourire aux lèvres, ne sont tout surpris, tout désappointés de l'accueil qu'ils reçoivent. Il faut bien avouer que la prise de contact avec le Lorrain n'est pas toujours agréable. Le sanglier des Ardennes n'est point un mythe, et l'Ardenne pousse ses forêts jusque chez nous. Un coup de boutoir fortement asséné est assez fréquemment notre réponse aux politesses de l'étranger. J'en sais quelque chose, moi qui, ces temps-ci, essayais de reprendre langue après des années d'absence avec mes compatriotes. Plusieurs fois, j'ai attrapé dès le seuil un bon paquet de sottises, où je me suis vu refuser l'entrée du logis. Évidemment, pour ces Lorrains, j'étais un inconnu, à l'égard de qui toutes les défiances sont légitimes. C'est égal, j'ai peine à m'habituer à tant de rudesse. Sur le moment, dans le premier sursaut de ma mauvaise humeur, je traitais ces gens de malotrus ou de mal embouchés, mais j'avais tort. Il faut tâcher de les comprendre, et quand on les a compris, on finit par les excuser et même par les plaindre. Et d'abord, il est une chose qui nous glace tout de suite devant l'étranger,
qui arrête sur nos lèvres les effusions les plus spontanées et les plus généreuses. C'est l'angoisse du danger permanent qui nous menace de par la position même de notre pays. La crainte secrète de l'envahisseur corrompt toutes nos joies. L'étranger ou le Français qui nous visite n'a pas au même degré que nous ce sentiment-là. Et c'est déjà une barrière entre lui et nous. Ce sentiment de différence s'exaspère encore quand nous songeons, et le moyen en ce moment, comment ne pas y penser, quand nous songeons au désastre de la dernière guerre dont nous avons subi une si grande part. Quelles doivent être les dispositions du paysan lorrain qui voit des charretées d'Anglais, d'Américains, de Français, de Parisiens tapageurs descendre d'automobiles pour visiter les tombes et les villages dévastés de la vallée de la Meuse, des environs de Verdun et d'Étain. Des inconscients banquettes dansent le tango au milieu de cette désolation. Peut-on admettre que les victimes des dévastations récentes, ces pauvres réfugiés qui campent dans des champs incultes, sous des cahutes de tôle ondulée, regardent cette liesse d'un œil bien complaisant? En réalité, ils ne se font pas faute de le dire. Ils en ont assez de servir d'enjeu perpétuel entre la France et l'Allemagne. Ils réclament un régime ou qui les mette à l'abri de l'invasion ou qui les protège efficacement contre elle. De l'autre côté de l'ancienne frontière, on a peut-être moins souffert, mais là aussi, les effets de la guerre ont été durement ressentis et ses conséquences continuent à entretenir un état de gêne plus ou moins pénible. Pendant les 4 ans qu'a duré la lutte, ces populations annexées, celles du moins qui étaient les plus voisines de la zone de combat, ont vécu dans une alerte continuelle. Quand les avions français et anglais, quand les canons américains précipitaient des tonnes d'obus sur les gares et les agglomérations industrielles, battaient les maisons des faubourgs urbains, il fallait passer les nuits dans les caves. Il a fallu surtout subir un très dur régime de restrictions et de rationnement, et finalement, aux approches de l'armistice, se préparer à l'évacuation des villes et des campagnes. L'ordre en était déjà donné quand nos soldats rentrèrent en Lorraine. Aujourd'hui, que la paix est enfin conclue, c'est pour les habitants de ces régions un bouleversement complet de toutes les habitudes, de toute la vie économique et administrative. On voudrait même les faire changer de langue du jour au lendemain. Conçoit-on enfin que tout cela ne puisse guère les mettre en belle humeur? Redevenir français, c'est assurément très beau. Mais pour les Lorrains, cela ne va pas sans une foule d'ennuis, dont l'importance s'exagère à mesure que s'affaiblissent les premiers enthousiasmes et que s'efface le mirage des premières illusions. Ajoutons à cela d'autres causes plus secrètes de froideur et de gêne, du moins dans la catégorie la plus consciente de la population. Ces avocats, ces médecins, ces ingénieurs, ces propriétaires ruraux ont pour la plupart fait leur service militaire ou leurs études en Allemagne. Non seulement il n'y a pas là à les en blâmer, mais du moment qu'ils ont dû subir cette dure contrainte par la faute de la France, il sied encore de les admirer d'être restés malgré tout des Français. Évidemment, il y a bien des nuances à distinguer dans ces fidélités françaises, nuances qui varient avec les circonstances et les tempéraments. Et c'est pourquoi beaucoup de ces hommes gardent tout au fond d'eux la pudeur ou l'amertume de la capitulation, même acceptés d'un cœur fidèle et sans reproche. Et la conscience de cette atteinte à leur liberté ne les rend point expansifs ni joyeux. Encore une fois, on comprend que les sentiments pareils, joints au souvenir des souffrances passées, à l'inquiétude d'une situation toujours troublée et quelquefois menaçante, que tout cela ne contribue point à détendre les âmes lorraines. Si les nouveaux venus y réfléchissaient davantage, ils s'étonneraient moins de ce que les désannexés ne se jettent point à leur cou et ne manifestent point à leur approche une joie délirante. Mais il y a pire. Les nouveaux venus symbolisent pour le Lorrain, comme au lendemain de 70 les immigrés allemands, tous ces changements dans l'ordre économique et administratif qui troublent ou qui désorganisent leur existence. On a beau leur dire que ces désagréments et ces inconvénients sont inévitables dans une période de transition, que tout finira par s'arranger au gré de leurs désirs. Ils ne voient pour l'instant que les défauts du nouveau régime. Et d'abord, ils condamnent en bloc notre administration, qui est arriérée, archaïque, routinière, encombrante et encombrée. Une foison de fonctionnaires pour un travail insuffisant ou mal fait. La moindre affaire demande des mois pour aboutir quand elle aboutit. On ne répond pas à vos lettres, on est grognon et mal poli. Les trains n'arrivent pas à l'heure, les employés ahuris sont incapables de donner un renseignement, les lettres s'égarent, le télégraphe va moins vite que la poste. Il faut renoncer enfin à utiliser le téléphone. Cependant, ce qui reste de l'administration allemande en Alsace-Lorraine n'en donne pas une très haute idée.
Ces fonctionnaires et ces employés ne paraissent ni très expéditifs, ni très intelligents. Si on le fait remarquer aux Alsaciens ou aux Lorrains, ils vous répliquent que tous les services sont envahis et détraqués par l'incurie française. Tout allait beaucoup mieux sous le régime allemand. D'ailleurs, disent-ils, on a expulsé des gens qui auraient dû rester pour le bien des services publics, des Allemands qui non seulement étaient inoffensifs, mais qui avaient des sentiments très français. Je laisse à mes interlocuteurs la responsabilité de cette assertion peut-être un peu aventureuse. Ces expulsions ont été très souvent arbitraires. Elles étaient motivées par des raisons de boutique ou des rancunes privées. Par contre, grâce aux règlements qui permettent à des Allemands authentiques de revendiquer la nationalité française, s'ils ont épousé des Lorraines ou des Alsaciennes, on ouvre toutes grandes les portes du pays à des traîtres. Chassés ignominieusement au lendemain de l'armistice, ces Germains rentrent triomphants et la haine au cœur sur cette terre qu'ils ne consentiront jamais à regarder comme française. Et cette revanche de l'Allemand, favorisée par la loi française, apparaît comme une chose intolérable et scandaleuse aux bons Alsaciens et aux bons Lorrains. Ceux-ci s'indignent de ne pas avoir toutes les places dans les administrations ou d'être obligés de les partager avec des Français. Ces nouveaux fonctionnaires seraient tout à fait au-dessus de leurs tâches, non seulement ignorant la langue du pays, mais ne comprenant rien à ses besoins ni au caractère des habitants. On se plaint surtout de l'invasion des méridionaux, les gens du monde les moins faits, pour sympathiser avec les gens de l'Est ou pour administrer des pays de grande industrie et de civilisation moderne intensive. Ces fonctionnaires improvisés seraient le rebut des administrations métropolitaines. L'Alsace et la Lorraine seraient traitées comme des colonies africaines ou extrême-orientales. Or, c'est déjà une erreur monstrueuse que d'envoyer aux colonies des fruits secs, des individus dévoyés ou tarés. À plus forte raison, dans des pays de haute culture matérielle et intellectuelle, comme sont nos provinces reconquises. En outre, l'inégalité de traitement entre les fonctionnaires indigènes et ceux de la métropole provoque de justes réclamations. Au lendemain de l'armistice, dans des régions mal ravitaillées, mal réorganisées, des indemnités de vie chère ou de logement pour les nouveaux venus étaient plausibles. Elles l'eussent été également pour les indigènes. On s'étonne qu'aujourd'hui, alors que les conditions sont égales pour tous, les uns soient favorisés au mépris des autres. Cela crée entre les Français d'Alsace-Lorraine des différences et comme des catégories qui ne peuvent que retarder le rapprochement de ces provinces avec la mère patrie. Les indigènes crient bien haut qu'ils ne sont aux yeux de la France que des Français de second ordre. Mais voici que, par une contradiction apparente, ces mêmes hommes, si épris d'assimilation complète et absolue dès qu'il s'agit de traitement à toucher et de place à obtenir, protestent avec la dernière énergie contre le principe d'assimilation appliqué à l'enseignement, aux mœurs et à la vie publique. Personne ne leur conteste le droit de parler leur dialecte natal, ni même l'allemand. Ils voudraient davantage encore. Ils voudraient que, pendant une période plus ou moins longue, l'enseignement continuât à se donner en allemand dans les écoles, dans toute une catégorie d'écoles, ou dans certaines classes de ces écoles. Ils se gaussent de ces instituteurs ou de ces professeurs venus du dehors qui, suivant les bons principes de la méthode directe, font leurs cours en français devant des enfants qui n'entendent pas un mot de notre langue. Résultat, le professeur prêche dans le désert et il est un objet de dérision pour ses élèves, qui, sachant son ignorance de l'allemand, lui lance sous couleur de politesse des quolibets et des injures grossières. Nos Lorrains souhaitent donc que dans l'intérêt même du français, il soit enseigné d'abord en allemand, encore une fois pour une certaine catégorie d'élèves et pendant une période à déterminer. Cela paraît la sagesse même, le rapprochement moral et intellectuel que l'on rêve est à ce prix. Il conviendrait surtout pour cela de multiplier les communications entre Alsace-Lorraine et la métropole. Les Allemands avaient à peu près complètement coupé. Chose lamentable à dire, après 2 ans d'occupation française, nos provinces reconquises sont toujours embouteillées du côté français. Metz et Strasbourg n'ont guère de communication qu'avec Paris. Je ne sais ce qu'il en est pour l'Alsace et les Vosges, mais la soudure n'est pas refaite entre les anciens départements de la Moselle et de la Meurthe, et il faut une journée pour franchir en chemin de fer les 24 kilomètres qui séparent Thionville de Briey. C'est toute une affaire que d'aller de Briey à Metz.
Ni les compagnies de chemin de fer, ni le gouvernement ne semblent pressés de remédier à cette situation des plus singulières. Les Lorrains s'en montrent péniblement surpris. Dans leur impatience du rapprochement complet et définitif, ils demandent que l'on rétablisse tout de suite les anciens départements de la Meurthe et de la Moselle. Ils ont hâte de redevenir tout à fait français, d'abolir jusqu'au souvenir de cette création politique monstrueuse que fut l'Alsace-Lorraine allemande. Cependant, ce sont les mêmes gens qui, par une nouvelle contradiction inconsciente, critiquent sans indulgence, quelquefois même avec âpreté, les mœurs et les lacunes de l'administration française et qui n'ont que des sarcasmes et du mépris pour beaucoup de choses et pour beaucoup de gens qui leur arrivent de France. Contre les nouveaux venus, j'ai entendu un peu partout, en Lorraine et en Alsace aussi, de véritables réquisitoires. On ne leur passe rien, on dénonce sans pitié leurs sottises ou leurs défauts. On souligne malignement leur moindre ridicule, leur moindre légèreté. Pour m'expliquer cette manie du dénigrement, cette âpreté dans la censure, j'ai besoin de me reporter aux années qui suivirent la guerre de 1870. Dans les rues de Metz, dans nos maisons bourgeoises et dans nos conciliabules de vieux lorrains, on daubait avec la même sévérité sur les nouveaux venus. Étaient-ils assez laids, assez misérables, assez grotesques, assez mal élevés ? Pouvait-on imaginer des femmes plus lourdement fagotées, des soudards plus goujats, plus sales, des officiers plus bouffis de morgue et d'arrogance, d'une raideur plus burlesque ? Seulement, ces nouveaux venus étaient des Allemands. Il semble que nos Lorrains devraient traiter des Français avec un peu plus de douceur. Mais ce serait mal les comprendre que de leur faire un crime de cette sévérité impitoyable. À l'égard de la France, tant aimée et tant désirée, sous les regards mauvais des Allemands qui les épient, ils sont un peu dans la situation délicate de la mère qui marie sa fille. Ils voudraient que la belle fiancée fût sans défaut. Le moindre faux pli à son corsage prend des proportions d'un désastre irréparable. Et si un instant elle ne se tient pas droite, ou si elle fait gauchement la révérence, ils s'imaginent que tout est perdu. Pourtant, il y a dans leur critique bien des remarques justes et sensées que les Français pourraient méditer avec profit. Les voilà donc qui regardent cette armée dont ils sont malgré tout si fiers. Et par comparaison avec les officiers allemands, ils sont choqués du négligé des nôtres et aussi du caractère peu sérieux, pour ne pas dire carnavalesque de nos uniformes. Ils incriminent la lésinerie française en constatant que tel lieutenant, tel capitaine sont habillés avec du drap de soldat. Bien que le pantalon rouge soit, paraît-il, condamné, trop de militaires continuent à le porter, sous le prétexte peu brillant d'user leurs vieilles culottes. Et quoi, disent nos Alsaciens comme nos Lorrains, la France n'a-t-elle pas le moyen de vêtir convenablement ses officiers ? Et comment cette vieille nation militaire n'a-t-elle pas encore trouvé une tenue décente pour ses soldats ? Pourquoi le pantalon rouge et le képi ne sont-ils pas depuis longtemps au rencard ? Est-il difficile d'inventer une coiffure et un costume vraiment militaires ? Pourquoi ces couleurs voyantes et de mauvais goût, ces couvre-chefs de forme avachie et crapuleuse, toute cette défroque vaudevillesque ? Que dire après cela du débraillé, et souvent de la saleté, et de l'air voyou de certains hommes de troupe ? Nous avons en Lorraine, à un très haut degré, le sentiment de la tenue. Si nous pouvions en faire passer quelque chose à la France entière, je ne pense pas que ce serait un mal. En tout cas, que l'on ne se méprenne point sur l'arrière-pensée qui inspire ces censures. On voudrait que dans la mise de cette armée victorieuse, tout fût vraiment digne de la victoire et de la France. On voudrait que tout ce qui représente la France eût le prestige qui convient à une grande nation, et cela du haut en bas de la hiérarchie, du général en chef au dernier des gardes champêtres. Pourquoi nos gendarmes et nos douaniers ont-ils une tenue si peu martiale, un extérieur si gaudiche, si peu en rapport avec leurs fonctions ? Pourquoi nos employés de chemin de fer, nos postiers, sont-ils si mal ficelés et quelquefois si dégoûtants ? D'où vient un tel laisser-aller ? Est-ce que nous avons perdu le respect de nous-mêmes ? Faut-il en accuser le régime, l'esprit public qui règne en France depuis bientôt un siècle ? J'en ai peur, hélas. En tout cas, pendant les années qu'a duré l'annexion, c'était un crève-cœur, une véritable humiliation pour le Lorrain qui passait la frontière de constater, au sortir des pays annexés, la misère et la saleté de nos gares, la malpropreté, l'air nigaud et en quelque sorte dévirilisé de nos employés, l'apparence arriérée et décadente de tout. Et cette impression pénible, nous la retrouvions sur toutes les frontières de France, à Hendaye comme à Ventimille,
La confrontation était douloureuse pour nous entre le personnel français et le personnel espagnol ou italien. Un autre sujet de désappointement, c'est le peu d'honneur que les civils nouveaux venus font aux provinces reconquises. On aimerait en Lorraine comme en Alsace que le français fût un être de gloire et de magnificence. On serait fier d'en éblouir les tudesques. Et l'on assiste déçu au défilé de ces pauvres fonctionnaires qui débarquent à Strasbourg et à Metz avec des habits râpés et des valises de pauvre mine. On note non sans tristesse la mise dépenaillée et sordide de nos ouvriers, leur affectation de grossièreté et de mauvaise tenue. Cette négligence, ce relâchement, on les retrouve partout, dans toutes les branches de notre administration. En ces pays accoutumés à un régime d'autorité et de répression impitoyable, on estime que notre police est mal faite et que sa tolérance excessive est une faute, une très grande faute dont les conséquences pourraient aller loin. Et ainsi, les Allemands se moquent de nous. Ils chantent à notre nez leurs hymnes patriotiques, exhibent leurs drapeaux, font de la contrebande à la barbe de nos douaniers. Des remèdes de détail ne serviraient pas à grand-chose. C'est l'esprit directeur de notre gouvernement qui est mauvais, qui est faible et pusillanime. Alors que l'état de siège, de l'avis des Lorrains compétents, devrait durer encore dans toute l'étendue des pays désannexés, on leur applique follement le régime relâché de la France tout entière. On laisse la CGT de Paris de connivence avec le socialisme allemand pour poursuivre en Alsace comme en Lorraine une abominable besogne de trahison. On permet à des grévistes allemands ou suggestionnés par des meneurs allemands d'organiser des manifestations anti-françaises dans nos centres industriels. On insulte, on frappe à coups de couteau nos sous-préfets. Et quand les autorités locales demandent au gouvernement de les protéger, on répond que la France est un pays de liberté et que les manifestations sont permises sur la voie publique. C'est donc pour livrer aux Allemands les rues de nos villes alsaciennes et lorraines que la France s'est battue pendant 4 ans et que des millions de Français sont morts. On laisse enfin d'odieuses feuilles de chou révolutionnaires, comme la Volkstribune de Thionville, aujourd'hui on dirait le Républicain lorrain, vilipender notre armée et nos fonctionnaires, prêcher impunément une guerre sociale qui ne peut être en Alsace-Lorraine qu'une guerre nationale. Et en même temps, on interdit à des sociétés de gymnastique lorraine de déployer les couleurs françaises dans la Sarre occupée, où a lieu une solennité militaire française. Il faut avouer que c'est de l'indulgence et de la faiblesse qui touchent à l'idiotie. Même laisser aller pour la police des cabarets et des lieux publics. Autrefois, sous le régime allemand, on n'y tolérait pas un mot plus haut que l'autre. À présent, on y a toute licence. Enfin, nous oublions que ces pays sont austères. Ils ont déjà quelque chose de la tristesse protestante. On y surveille de près les mœurs de la jeunesse. Même dans les grandes agglomérations ouvrières, c'est tout au plus si les municipalités accordaient un bal mensuel. Aujourd'hui, on danse tous les dimanches, et quand le maire refuse son autorisation, on va la chercher au chef-lieu, près du fonctionnaire français toujours complaisant. On peut s'étonner que, pour des raisons en somme aussi vénielles, les esprits chagrins ne cessent de dénoncer l'immoralité française. Il faut bien le reconnaître, malheureusement, que d'autres apparences plus graves sont contre nous. Un de nos compatriotes, qui a fait toute la guerre dans les rangs français, me disait avec une indignation sans doute exagérée, mais trop justifiée pourtant, l'Allemagne avait transplanté à Metz et à Strasbourg toute une basse prostitution berlinoise. La France va-t-elle faire pis ? Pour ma part, j'ai vu de grands cafés fréquentés par nos fonctionnaires et nos immigrants, et j'avoue que la composition et les manières du public, tant masculin que féminin, me faisaient rougir pour mon pays. Les femmes honnêtes elles-mêmes arborent des toilettes, étalent des excentricités d'allure et de langage, dont elles ne sentent pas l'inconvenance aux yeux d'Alsaciens et de Lorrains. Les décolletages de nos mondaines sont blâmés sévèrement par les dames de Metz. Ces rigides personnes ne fréquentent point nos femmes d'officiers et de fonctionnaires à cause de leur déshabillage scandaleux, et comme on dit en Lorraine, de leur manière évaletonnée. Cette séparation est tout à fait pénible, déplorable. On voudrait surtout que la faute n'en fût d'aucune façon à nos Françaises, et ce ne sont pas seulement les dames de Metz qui excommunient nos belles dévêtues. Le Lorrain dont je parlais tout à l'heure, ancien officier et vaillant père de 6 enfants, me disait encore avec la rudesse du terroir « Vos Parisiennes sont dégoûtantes.
Une femme ne doit montrer sa peau qu'à son mari. La conclusion de ce réquisitoire, certains me l'ont formulée brutalement. Nous ne voulons pas être pourris par la France. Ceux qui vous disent cela sont des gens qui ont fait la guerre pour la France ou qui, restés en Lorraine, ont risqué 20 fois la détention à perpétuité ou le peloton d'exécution à cause de leurs sentiments français hautement affichés. Et ce sont les mêmes qui se plaignent de ce que les communications soient si difficiles et si rares entre les provinces des annexés et la mère patrie. Ils sentent très bien qu'il n'y a aucune contradiction entre leurs propos et leur attitude si admirablement loyale. Dans leur profond amour pour la France, ils souhaiteraient de la voir guérie de toutes ces vieilles corruptions. Et beaucoup d'entre eux ne sont pas éloignés de penser que le Lorrain demeurait si parfaitement sain, si indemne des pourritures sociales et intellectuelles françaises, pourrait être un bon médecin pour la France. Oui, la Lorraine assainira et régénérera la France. Elle la sauvera encore une fois, comme fit sa pucelle. Elle la conquérera pour la rendre à elle-même. Conquérir la France, ce fut de tout temps le rêve de nos ducs. Sous une forme ou sous une autre, le vieux particularisme lorrain finit toujours par retrouver ses droits. J'exagère à dessein pour les faire mieux toucher du doigt des sentiments très réels et très profonds. Ce qui paraît en tout cas incontestable pour beaucoup de Lorrains, c'est que la France a plus à apprendre de nous que nous n'avons à apprendre d'elle. Envoyer à Paris des caravanes d'écoliers lorrains n'est certainement pas une mauvaise chose. Mais une meilleure peut-être, ce serait d'envoyer à Metz, à Mulhouse, à Colmar et à Strasbourg des caravanes d'écoliers français et parisiens. Les témoignages de force, de grandeur, de persévérance obstinée que l'activité allemande a laissé partout en Alsace et en Lorraine seraient pour ces enfants une excellente leçon. Ils apprendraient ainsi de leurs yeux que la France est, pour une foule de choses de la civilisation matérielle, un pays arriéré, et ils conserveraient peut-être le désir patriotique de rattraper la distance et le temps perdu. Il leur suffirait de franchir l'ancienne frontière et de passer d'un village lorrain à un village français pour constater que la République des Lumières et du Progrès a laissé croupir ses peuples dans l'ordure et la vieillerie sordide. Encore une fois, et il importe de le répéter, les gens qui pensaient ainsi sont d'un loyalisme au-dessus de tout soupçon. J'ai pu causer non seulement avec des bourgeois, mais avec des ouvriers de notre pays. À travers 1000 nuances, tous pensaient et sentaient de même. Des mineurs m'ont reçu dans des chambres où on voyait, à la place d'honneur, leurs photographies en cavalier ou en fantassin allemand, et au-dessous, celles du fils ou des fils de la maison, en hussard ou en chasseur français. Cela pourrait passer pour une belle preuve d'indifférence en matière politique et patriotique, mais les mêmes hommes m'apportaient des albums de souvenirs où j'ai pu contempler ceci. Une photographie encore, représentant une compagnie de soldats lorrains en service à Berlin, et au milieu du groupe, cette inscription en gros caractères français. 14 juillet 1895, vive les Lorrains, courage les amis. Ce 14 juillet, célébré à Berlin par de pauvres petits soldats de Lorraine, revêtus de l'uniforme allemand, peut-on rien imaginer de plus touchant et de plus crâne comme témoignage de fidélité à la France ? Je disais à ces braves gens, sans doute vous étiez malheureux là-bas. Vous souffriez de la discipline, de la brutalité des chefs. Pas du tout, me répondait-il, la discipline n'était pas trop rude. Les chefs aimaient parler français avec nous et ils ne nous traitaient pas mal, bien au contraire. Et cependant, ces hommes préféraient la France, cette France qu'ils ne connaissaient que par ouï-dire et qui semblait même les oublier. Si des jeunes gens formés par l'école primaire allemande pensaient ainsi, à plus forte raison des Lorrains de vieille éducation ou de vieille culture française, d'un bout à l'autre du pays, de Metz à Sarreguemines, de Thionville à Morange, j'ai recueilli les mêmes protestations d'amour pour la France. Qu'il s'agit de vieux médecins ou de vieux curés septuagénaires, de jeunes ingénieurs ou de jeunes vicaires frais et moulus des universités allemandes, tous m'ont répété. Dites bien surtout comme nous sommes heureux d'être redevenus français. Et si l'entretien se prolongeait, il finissait par trahir une pensée secrète qui les tourmente, une pensée que j'avais déjà surprise, sous-entendue et douloureuse au lendemain de l'armistice, pourvu que ça dure. La durée de notre retour n'a d'autre garantie que la force française, et il faut bien avouer que cette force est vraiment trop absente des provinces reconquises.
Cela frappe péniblement et cela inquiète les Lorrains, les Messins surtout, habitués aux colossales garnisons allemandes. Notre armée ne se montre pas assez, les spectacles militaires sont trop rares en Alsace et en Lorraine. La vue de nos uniformes en rangs serrés et même une simple parade suffirait pour calmer certaines craintes, pour donner confiance à ceux qui doutent. Et ce n'est pas seulement la puissance de nos armes qu'il importe d'étaler là-bas, c'est l'activité française dans toutes ses manifestations. On a trop la sensation cruelle que le flux vital de la France expire à l'ancienne frontière. Ces pays, si actifs par eux-mêmes, attendent de nous l'impulsion et l'exemple pour s'épanouir de plus en plus en richesse et en fécondité. J'ai dit les griefs et les appréhensions de nos compatriotes. Il sied d'indiquer au moins, en terminant, les raisons qui permettent malgré tout d'espérer. Ces griefs et ces appréhensions dénotent un état de malaise inévitable au lendemain d'une grande crise et qui doit être certainement passager. Que nos Lorrains veuillent bien considérer ceci, c'est que la France, comme l'Allemagne d'aujourd'hui, n'est plus ce qu'elle était à la veille de 1914, qu'on lui laisse le temps de se réorganiser. D'ailleurs, rappelez-vous que l'administration allemande, dans son plus beau temps, était peut-être encore davantage critiquée des Alsaciens lorrains que l'administration française. J'ajoute que les commodités matérielles sont loin d'être le dernier mot de la civilisation. Elles n'en représentent que la forme la plus basse. On n'est pas des civilisés supérieurs parce qu'on possède des services téléphoniques impeccables. Et s'il s'agit des formes les plus élevées de la civilisation, les Alsaciens et les Lorrains seraient à plaindre s'ils ne comprenaient pas que celle que la France leur apporte est la plus haute et la plus noble de toutes. Les catholiques eux-mêmes peuvent préférer, comme ils disent, la France de Jeanne d'Arc à la France révolutionnaire. S'ils ont un peu d'âme et de goût, ils sont bien forcés de reconnaître que la France, prise en bloc, au milieu de ses pires égarements, est encore la nation la plus douce, la plus délicate, la plus humaine, la plus réellement civilisatrice que le monde ait jamais connue. Enfin, il faut le crier aux catholiques et aux conservateurs de tous les pays. S'il y a une nation, à l'heure actuelle, qui représente à la fois l'ordre, le progrès et la liberté dans le monde, c'est la France. Il faut être avec la France contre le socialisme, cette rétrograde et dégradante conception de l'humanité. Or, le socialisme, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne, c'est le socialisme. Si l'identification n'est tout de même pas absolue, il apparaît néanmoins trop clairement que ces deux forces, l'une nationale, l'autre internationale, avec l'anarchie bolchéviste ou de LFI, qui en dérive, sont manœuvrées par une même puissance d'argent aussi occulte que malfaisante. De plus en plus, elles deviennent entre ses mains des instruments de servitude et de ténèbres qui doivent être en horreur à tout civilisé.